Podcast. Écho. 2001, André Comte-Sponville et le débat sur l'euthanasie. Alors si on entend par scandale l'inacceptable, on peut dire qu'en effet la mort est le scandale par excellence. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de 2001 du philosophe français André Comte-Sponville. Né en 1952 à Paris, il grandit dans une famille modeste. Professeur de philosophie dans le secondaire pendant près de 10 ans, il devient maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après le succès de son livre « Petit traité des grandes vertus », paru en 1995, il se consacre à l'écriture et donne de nombreuses conférences. Dans cette archive d'un peu plus de 20 ans, André Comte-Sponville évoque pour la première fois la question de l'euthanasie. Il expose de manière très claire les différentes situations qui peuvent amener les malades, les médecins ou la famille à se poser la question de la fin de vie. Plus de 20 ans avant la tenue de la Convention citoyenne sur la fin de vie en 2023, il invoque déjà la nécessité d'un débat démocratique pour l'instauration d'un cadre légal. Disons qu'elle est en tout cas ce que nous n'arrivons pas à accepter tout à fait. Alors si on entend par scandale l'inacceptable, on peut dire qu'en effet la mort est le scandale par excellence. Pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que nous vivons à une époque où peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la mort est vraiment la mort. C'est-à-dire non plus un passage vers une autre vie, mais la fin de la vie. Du moins pour tous ceux qui sont incroyants, mais c'est-à-dire aujourd'hui en France, je crois qu'un Français sur deux se dit athée ou agnostique, ce qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait trouver comme athée ou comme agnostique il y a un siècle ou deux. Si bien que la mort n'étant plus un passage vers une autre vie, la mort n'étant plus un moment du salut, mais étant le néant ultime, alors sa dimension de scandale, bien sûr, est beaucoup plus considérable. Et puis ça change aussi quelque chose à la souffrance de la mort, parce que souffrir pour se rapprocher du paradis, souffrir pour faire son salut, ça pouvait encore être accepté. En revanche, souffrir pour rien, or pour l'athée, la mort, c'est exactement rien, c'est-à-dire le néant. Souffrir pour rien et souffrir souvent de façon atroce, interminable, ça paraît doublement scandaleux. Si bien qu'il y a un double scandale dans la mort pour beaucoup de nos contemporains. Le premier, c'est la mort elle-même. Le second, c'est que mourir soit si souvent tellement douloureux. Alors contre le scandale de la mort, on ne peut pas grand-chose, sinon accepter cette mort-là. Disons que l'immortalité n'est pas à notre portée. En revanche, s'agissant du scandale de la souffrance dans la mort, alors il me semble que là, nous pouvons faire quelque chose. C'est ce à quoi peut-être servent les soins palliatifs. Vous avez déjà, André Comte-Sponville, franchi les portes d'une unité de soins palliatifs ? Non, je n'ai franchi que les portes d'unité de gérontologie, mais enfin avec une dimension forcément de soins palliatifs, puisque j'ai perdu et mon père et ma belle-mère dans ces services-là. Mais surtout, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins, y compris des médecins travaillant dans des centres de soins palliatifs. Et vous avez raison de parler de soins palliatifs, parce que s'agissant de ce scandale de la souffrance pour rien, évidemment que la première solution, c'est de supprimer, ou en tout cas de diminuer, de limiter considérablement la souffrance. Or, les soins palliatifs, c'est exactement cela. Il s'agit, quand on ne peut plus guérir quelqu'un, de lui éviter au moins de souffrir. Et de ce point de vue, bien sûr, il n'y aura jamais, non seulement jamais trop de soins palliatifs, mais sans doute il n'y en aura jamais assez. En tout cas, l'état de sous-développement invraisemblable des soins palliatifs aujourd'hui en France est un scandale de plus. Voilà le troisième scandale. Il y a le scandale de la mort, il y a le scandale de la souffrance dans la mort, et puis il y a le scandale de cet incroyable sous-développement des soins palliatifs dans notre pays. Et il est quand même invraisemblable qu'un grand cancérologue, qui peut être au top niveau pour ce qui est de la cancérologie,
soit incompétent en matière dentalgique, ne sache pas comment se servir, par exemple, de la morphine. Mais il y a autre chose, il n'y a pas que la morphine, il y a aussi la parole, c'est-à-dire, disons, la présence humaine, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire la parole. Les deux sont nécessaires et sont nécessaires ensemble. C'est-à-dire qu'une unité de soins palliatifs ne mérite pas son nom si elle ne maîtrise que l'une de ces deux exigences. Je ne crois pas du tout que la vraie question soit celle du choix entre les soins palliatifs d'une part et l'euthanasie d'autre part. Si la question se posait dans ces termes, bien sûr que les soins palliatifs valent mieux. C'est un choix moralement beaucoup plus léger. Mais toute l'expérience de ce qui se passe dans les hôpitaux, et les médecins eux-mêmes le disent, nous prouve que les soins palliatifs ne suffisent pas toujours. Je crois très volontiers qu'ils suffisent le plus souvent, et c'est tant mieux. Ça ne nous dispense pas de réfléchir aux quelques cas extrêmes où les soins palliatifs ne suffisent pas et où donc la question de l'euthanasie passive, mais éventuellement aussi de l'euthanasie active, se pose. Quelle est la différence que l'on peut établir entre une euthanasie volontaire et une euthanasie non volontaire, qui sont aussi les deux termes qu'on utilise concernant... Alors, il y a deux couples importants. Il y a euthanasie passive et euthanasie active, que je viens d'évoquer. Ça, c'est assez simple. L'euthanasie passive, ça consiste à cesser des traitements, parce qu'on constate qu'ils ne peuvent plus guérir le patient, qu'ils ne peuvent que prolonger une vie atroce, donc on arrête les traitements et on laisse le patient mourir. Par différence avec l'euthanasie active, qui consiste non seulement à arrêter les traitements, mais à donner un cocktail lytique, comme on dit souvent, c'est-à-dire à faire activement mourir le malade. Bien sûr que le problème de l'euthanasie active est plus grave que celui de l'euthanasie passive. Et puis il y a cet autre couple, euthanasie volontaire ou euthanasie non volontaire. L'euthanasie volontaire, elle est volontaire du point de vue du patient. C'est le cas du patient qui demande expressément à mourir, qui supplie les médecins de mettre fin à sa vie. Par différence avec l'euthanasie non volontaire, où le patient ne demande rien. Non pas, certes, qu'il voudrait vivre et que les médecins le feraient mourir contre sa volonté. Ça ne serait plus de l'euthanasie, ça serait de l'assassinat. Et bien sûr, il n'en est pas question. Ce qu'on appelle l'euthanasie non volontaire, c'est une euthanasie donnée à un patient souffrant atrocement d'une maladie incurable, quand ce patient n'est pas en état de demander quoi que ce soit, et par exemple de demander qu'on le fasse mourir. Pourquoi ? Par exemple parce que c'est un nouveau-né, par exemple parce que c'est un patient atteint de la maladie d'Alzheimer en phase terminale, il n'a plus l'usage de la parole, plus aucun moyen de communiquer quoi que ce soit, par exemple aussi parce que c'est un malade qui est dans le coma, qui peut certes vivre pendant des décennies, complètement paralysé, sans aucune conscience, semble-t-il, mais donc hors d'état de demander quoi que ce soit. Dans ces trois cas, on pourrait en prendre d'autres exemples, mais dans le cas du coma, dans le cas du nouveau-né, dans le cas de la maladie d'Alzheimer en phase terminale, le patient est hors d'état de demander quoi que ce soit, mais l'équipe médicale, la famille, les proches peuvent penser qu'il est de l'intérêt de ce patient de mourir, que s'il pouvait demander quelque chose, il demanderait à mourir. Dans ce cas-là, il y a quelque chose comme un devoir de substitution, puisque cet individu n'est pas en état de demander qu'on l'aide à mourir, il peut être parfois de notre devoir de l'aider à mourir parce qu'on pense que c'est ce qu'il demanderait s'il était maître de sa parole. À nouveau, bien sûr, le cas de l'euthanasie non volontaire est bien plus difficile, moralement, éthiquement, médicalement, que le cas de l'euthanasie volontaire. Le plus simple, bien sûr, c'est l'euthanasie passive et volontaire. Autrement dit, quand un patient demande à l'équipe médicale d'arrêter les soins et dit « laissez-moi mourir ». C'est simplement le contraire de l'acharnement thérapeutique. Et je dirais que dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment débat aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que, mis à part quelques fous ou quelques fanatiques pour lesquels toucher à la vie humaine, c'est de toute façon inadmissible, pour lesquels il faut faire durer la vie le plus qu'on peut, mis à part ces quelques exceptions. La demande d'euthanasie passive et volontaire est assez couramment accepté. Le vrai débat, et il est redoutablement difficile, c'est celui qui porte sur l'euthanasie
active et non volontaire. Débat tragique, débat sans solution confortable, sans solution pleinement satisfaisante, ça n'est pas une raison pour ne pas avoir ce débat-là aussi. Ce débat-là qui peut aussi conduire à un déballage de certaines pensées absolument infectes. Et quand on parle de mort douce, souvent en associant ceci à cette demande-là d'euthanasie, on se souvient ce que le régime nazi avait pu programmer. C'est encore un argument qu'on entend souvent dans le corps médical et puis chez une certaine partie du public pour ne pas aller plus en avant dans un changement législatif en la matière. Bien sûr, il y a un vrai danger de dérive. Le danger, c'est qu'on élimine tous ceux dont on juge, mais de quel droit, que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue et qu'ils coûtent décidément trop cher à la sécurité sociale. Alors qui va-t-on éliminer ? Alors, bien sûr, donc ce problème existe, le risque de dérive est évident. En même temps, ne faisons pas comme si l'euthanasie n'existait pas. Ne faisons pas comme si la loi qui interdit l'euthanasie était appliquée. Elle est violée tous les jours dans nos hôpitaux. Et comme la loi l'interdit, elle est violée dans le secret. Si bien que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori, concernant ces euthanasies. Si bien qu'il y a quelques services dans lesquels on pratique couramment l'acharnement thérapeutique. Il y a quelques services dans lesquels on accepte parfois, rarement, avec prudence, l'aide à la mort, l'euthanasie, souvent passive, parfois active. Et puis il y a, et on ne le dit pas assez, il y a dans notre pays des cas qui ne sont pas exceptionnels, d'euthanasie active, non volontaire, voire d'euthanasie dont on peut penser qu'elles sont très proches d'un assassinat ou en tout cas d'une façon économique, entre guillemets, et les guillemets ici sont atroces, une façon économique de se débarrasser d'un malade encombrant qui décidément met trop de temps à mourir. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui me pousse à souhaiter une nouvelle loi concernant l'euthanasie. Parce que dès lors que la loi interdit en bloc tout homicide et ne fait aucune différence entre l'euthanasie et l'assassinat, ça veut dire que les euthanasies qui se passent dans nos services se passent encore une fois sans aucun contrôle. Et donc c'est pas seulement un risque de dérive, c'est pas seulement un risque d'abus, il y a déjà dans notre pays des dérives et des abus. Il faut rappeler quelques chiffres. Vous savez que dans une unité de réanimation, un patient sur deux meurt après un arrêt des soins, donc en situation d'euthanasie passive. Mais qu'en outre, entre 20 et 25% des médecins qui travaillent dans ces centres de réanimation reconnaissent qu'il leur arrive parfois de pratiquer l'euthanasie active. Alors, très loin de moi l'idée que ces 20% de médecins qui pratiquent l'euthanasie active seraient des assassins. Je suis convaincu au contraire que dans 99 cas sur 100, ils l'ont fait avec beaucoup de conscience, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'humanité. Il n'en reste pas moins que les médecins à qui j'en parle reconnaissent aussi que dans quelques cas, évidemment minoritaires, mais qui à l'échelle d'un pays ne sont pas non plus des cas singuliers, ça se compte par dizaines de cas, peut-être par centaines de cas tous les ans, que dans certains cas, on se débarrasse des malades de façon un petit peu légère et hâtive. Si bien que là encore, la question n'est pas pour ou contre l'euthanasie, c'est une façon absurde de poser le problème. La question est de savoir dans quel cas est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit éviter l'euthanasie. Dans tous les cas, évidemment, où les soins palliatifs suffisent, et puis dans tous les cas où le patient ne veut pas qu'on l'euthanasie, n'a jamais demandé qu'on l'euthanasie, et où les proches ne le demandent pas davantage. Et puis dans quel cas est-ce qu'une euthanasie, même active, même parfois sans la demande expresse du patient, parce qu'il n'était plus en état de faire cette demande, peut être éventuellement acceptée. Ce qui suppose évidemment toute une série de procédures en amont et toute une série de contrôles en aval. C'est ce vers quoi se sont engagés un certain nombre de pays, spécialement les Pays-Bas, comme vous le savez, spécialement certains États de la côte ouest des États-Unis,
Pour ma part, j'y vois, malgré la difficulté et la complexité du problème, j'y vois plutôt un progrès. D'ailleurs, le Comité national consultatif d'éthique dans notre pays, parlant d'une exception d'euthanasie, reconnaît lui-même que interdire en bloc tout homicide et donc toute euthanasie, ça ne correspond plus à l'état actuel, ni des techniques qui peuvent maintenir en vie presque indéfiniment un patient atrocement diminué, ni à l'état des mentalités de nos contemporains qui, entre autres du fait du recul de la religion, aussi en raison d'un changement du rapport à la vie, à la souffrance, à la mort, n'acceptent plus que la mort soit, mais souvent pendant des jours, des semaines, des mois parfois, cet atroce chemin de croix, cette torture qui n'en finit pas. Il me semble qu'on ne peut pas laisser cette décision à la seule responsabilité des médecins. Elle relève d'un débat démocratique et je crois que ce débat existe déjà dans le pays. Il reste aux hommes politiques à le faire venir, me semble-t-il, au Parlement. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.